la dernière diapo et juste pour passer la parole à mes collègues qui ont suivi le fil de conversation. J'avais quand même noté une question déjà par laquelle on peut commencer qui était adressée à Philippe sur la question des emballages des produits bio. Oui, alors plus précisément, c'est la question des emballages. C'était, est-ce que vous avez des données sur leur évolution? Il y a quand Pas du même… tout. Alors, on n'a pas de données sur les emballages. Est-ce que ça fait partie de votre enquête? Ouais, alors voilà, on n'a pas de données directement sur les emballages des produits bio. C'est une question qui devient de plus en plus importante. Et Voilà. je sais que le Synabio, donc, qui est une des composantes de l'agence bio, le Synabio travaille, donc le syndicat des transformateurs bio, travaille vraiment cette question, notamment des plastiques, et pour la réduction et éventuellement la suppression, pour aller jusqu'à la réduction et la suppression des emballages bio. Ils sont vraiment dans cette dynamique-là. Mais nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments précis sur ces éléments-là. Oui, bonjour. Donc, je suis la porte-parole de l'équipe Fil de discussion. On est 3 à l'œuvre à essayer de rassembler toutes vos questions. On ne pourra malheureusement pas toutes les retransmettre et donc je me permets une sélection. Donc, une première déjà posée à Philippe Henry, une deuxième, on revient un petit peu sur votre présentation, sur est-ce qu'il est possible d'évaluer la part des produits bio qui ne sont pas valorisés en bio? Alors, par définition, c'est compliqué, bien sûr. On a inévitablement des produits qui ne sont pas valorisés en bio. Je prends un exemple dans la filière laitière. Vous savez qu'en fonction des débouchés, en fonction des à-coups de production et de la consommation, tout ça n'est pas forcément tout le temps raccord. Et vous avez, le lait étant un produit qui ne se stocke pas, vous avez un déclassement occasionnellement du lait quand vous avez à un moment donné un pic de production par rapport à la consommation. Donc ces éléments-là, on sait qu'ils existent, mais on n'a évidemment aucun moyen de les mesurer, sauf à avoir des enquêtes très précises sur des filières très précises. Mais là, ça demanderait à ce que les moyens de l'agence bio soient décuplés pour qu'on puisse travailler ces questions. Exactement. Une question peut-être maintenant à Françoise sur alors quid des ressources en terre, effectivement du foncier peut-être dans l'axe 2 sur les ressources, l'utilisation des terres liées au développement de la bio, est-ce que c'est intégré dans… En fait, on l'avait plutôt prévu dans l'axe 4 sur la coexistence entre les différents systèmes de production. Mais oui, en effet, et donc comme vous avez pu le constater, on a attiré beaucoup de propositions, donc des projets déjà assez matures sur les axes 1 et dans une moindre mesure 3. Et par contre, l'axe 4, on voit bien que c'est un axe sur lequel il va falloir stimuler les projets. J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les moyens. Donc, oui, enfin, voilà, il y avait des questions à ce sujet. Donc, de ce qu'on peut évaluer, on imagine la mobilisation d'environ 300 chercheurs d'INRAE pour donner une notion de l'investissement en termes de salaire. Ensuite, comme tous les autres métaprogrammes, vous avez vu, on a des bourses de thèse. Donc, le métaprogramme, lui, en propre, peut donner 2 bourses de thèse par an, mais en même temps, les départements scientifiques, puisque l'INRAE est organisé en départements scientifiques, octroient eux aussi des bourses de thèse. Et bien sûr, ils en octroient sur les thématiques des métaprogrammes. Donc, ça va pouvoir augmenter. Et donc, chaque année, pour financer les projets et les animations, les séminaires, on dispose d'un budget de l'ordre de 400 000 € pour le métaprogramme. Donc, comme je le disais, auxquels s'ajoutent évidemment les recherches qui sont soutenues par les départements de recherche. Oui, et donc aussi, je complète avec tous les coûts de salaire et de fonctionnement, y compris des unités expérimentales. Marc Benoît a déjà fait le travail de quantification de ce que ça représentait en budget et ça dépasse très largement celui dédié au métaprogramme.
donc pour la plateforme Ovine, en agriculture biologique près de Clermont-Ferrand. Et puis, s'ajoutent bien sûr les salaires aussi des projets, enfin, des nombreux autres projets financés dans d'autres programmes type ANR ou CASDAR, auxquels participent de nombreux chercheurs. Oui, ou les projets européens, notamment Voilà. Terranet organique. Exactement. Donc, une question… Je peux compléter juste sur ta réponse. On a un quart de nos UE qui sont pour complètement ou pour partie impliqués dans des travaux sur la baie. Ça, pour le coup, on sait le mesurer assez facilement. Oui, d'ailleurs, maintenant, c'est même 30%. Ouais. Et donc, nous aussi, il faut qu'on se place dans l'ambition. Peut-être, est-ce qu'on peut avoir 50% de nos unités expérimentales en bio? Une question maintenant peut-être à vous deux, mais ça reste une question ouverte sur comment définir le changement d'échelle, quels critères, quels paramètres permettent de la définir, la qualifier et confirmer ces tendances. Je ne suis pas très sûre de comprendre, puisque c'est une donnée quantifiable. Donc je ne comprends pas très bien l'objet avec des critères en termes qui ont déjà été exposés ce matin, en termes de surface, de pourcentage de produits, d'achat, de nombre d'opérateurs et de chiffre d'affaires. Philippe, si vous voulez compléter aussi sur cette question qu'on laisse ouverte aussi aux participants. Pas sûr d'avoir parfaitement saisi le sens de la question. J'avoue que non, mais se poser le changement d'échelle, il pose la question peut-être plus largement de savoir si finalement la bio c'est simplement la même agriculture sans pesticides et sans engrais chimiques, ou alors si c'est vraiment quelque chose d'un changement de système profond. Alors évidemment chez les agriculteurs, mais dans tout le reste également. Donc si c'est ça le sens de la question, voilà. Je pense évidemment que c'est la deuxième solution qui est sans doute… En tout cas, nous, c'est dans cet objectif-là qu'on a placé le métaprogramme. Bien sûr. Un changement profond de tous les maillons du système agroalimentaire, bien sûr, incluant les politiques publiques. Encore une question adressée à Françoise sur les suites données à des partenariats INRA et CIRAD, comme c'était permis avec le métaprogramme GloFoods. Y en a-t-il d'autres avec les départements et collectivités d'outre-mer, mais aussi avec les pays africains? Et je pense qu'on peut redonner les exemples des projets India Bio et Cell Biodome qui ont une ouverture vers les départements et territoires, mais aussi vers l'Inde en l'occurrence, donc des pays et des expériences internationales. Tu as répondu. Rappelez que pour l'instant, en tout cas… Alors, vous avez vu le périmètre quand même du métaprogramme, il est large. Avec des moyens limités comme partout, et même si on arrive à mobiliser largement et qu'on est inscrit dans une dynamique, donc on a choisi, avec l'accord de la direction d'INRAE et du conseil scientifique, de travailler sur un objectif bio-majoritaire en France. Mais on ne s'interdit pas d'avoir des analyses au niveau mondial quand elles sont nécessaires et pertinentes. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a une ambition internationale et donc on espère bien que le programme Métabio il pose les bases pour des projets plus ambitieux et notamment des programmes internationaux avec des partenaires internationaux et notamment vers les pays du Sud. Alors, une autre question sur… est-il raisonnable de faire du modèle bio un objectif de production et de consommation universellement partagé? Et quand il précise modèle bio, c'est le modèle tel qu'il est décrit dans le cahier des charges.
Alors, c'est peut-être une question, là encore, posée aux deux intervenants. Philippe, si vous souhaitez… En tout cas, de notre objectif dans le métaprogramme, ce n'est pas d'imposer une vision, c'est d'explorer l'hypothèse et donc d'identifier aussi non seulement les services, mais aussi les disservices. Donc, l'évaluation des risques fait entièrement partie du métaprogramme. Et donc, quelles sont les limites? Et c'est en explorant ces limites qu'on pourra justement savoir s'il est souhaitable de vouloir imposer ce modèle comme un modèle universel, comme c'est exprimé. C'est toujours compliqué d'évoquer, enfin moi j'aime pas trop l'expression modèle universel parce que ça fait un peu… De toute façon, il n'y en a pas. Je trouve que ça c'est très négatif, hein, c'est comme quand, voilà, je trouve que c'est… Par contre, ça me fait penser à ce qu'a dit finalement Christian en introduction, hein, quelque part, c'est la diversité qui apporte la richesse. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut, on n'a pas vocation, enfin je pense pas que ça a vocation à être universel, mais par contre à éclairer une façon d'aborder finalement l'agriculture et l'alimentation, c'est plutôt ça. Et d'accompagner des changements qui apparaissent nécessaires. Absolument. Les sanitaires actuels soulignent et globalement, enfin en tout cas au moins en France et en affichage, après on ne sait pas si les gens sont prêts à payer le prix qu'il faudra, mais en tout cas un appel, enfin une volonté, une aspiration à changer profondément les habitudes. Alors, j'ai un complément qui apparaît suite à la question sur la définition du changement d'échelle. Comme la question a été indiquée comme une question, on va dire, de stats, en tout cas de chiffres, est-ce qu'il y aurait un seuil pour dire qu'on est ou pas atteint le changement d'échelle? C'est un petit peu la question. Oui, enfin déjà, il y a quand même les objectifs à la fois du plan national Ambition Bio, du pacte vert européen, et puis celui que nous sommes fixés comme hypothèse, c'est-à-dire voilà, 50%, parce qu'on a considéré que de se placer dans cette vision-là, c'était vraiment transformant à tous les niveaux. Mais c'est une hypothèse. Dans une vision peut-être un peu plus historique de la bio, on a eu à l'origine évidemment un mouvement qui a été porté par des militants, hein, des militants qui soient consommateurs ou qui soient producteurs, et on a dépassé ce cadre-là au jour d'aujourd'hui. On voit bien que les gens qui arrivent en bio, que ce soit des consommateurs ou des producteurs ou des transformateurs d'ailleurs, ce sont des gens que on a dépassé largement cet univers militant, on a dépassé, on va dire, des cloisonnements sociopolitiques, et je trouve que c'est peut-être une indication d'un changement d'échelle, en tout cas c'en est un par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. Très bien, on a passé… Il y a forcément des questions qu'on n'a pas pu poser. Je redonne la parole pour la suite des interventions.